le matin du mariage de Lady Catherine Ashworth se leva, gris et inhospitalier, la pluie d'automne tambourinant contre les fenêtres plombées du domaine familial avec une persistance qui faisait écho aux battements sourds de son cœur. Elle était assise devant sa coiffeuse, tandis que sa femme de chambre arrangeait ses cheveux sombres en une coiffure élaborée, observant son propre reflet pâle avec un curieux détachement, comme si elle observait une étrangère préparée pour quelque rituel solennel qu'elle ne comprenait pas entièrement. La soie ivoire de sa robe de mariée frôlait sa peau, fine et coûteuse, choisie par sa mère dans le but d'impressionner la famille distinguée du marié, plutôt que de plaire à la mariée elle-même. Dehors, les chênes centenaires perdaient leurs feuilles en amoncellement doré. Et Catherine songea combien il était approprié de se marier à une saison où les choses meurent, car cette union ressemblait moins à un commencement qu'à la fin de quelque chose qu'elle ne pouvait tout à fait nommer. Elle avait rencontré le duc Alexander Montrose exactement 4 fois avant ce matin. Des rencontres formelles orchestrées par leur famille, des conversations guindées et superficielles, ses yeux sombres l'évaluant avec la même efficacité froide qu'il aurait pu employer en jaugeant la qualité d'un cheval ou en examinant des dépêches militaires. Il était beau d'une manière sévère, concédait-elle, avec des traits acérés sculptés par le devoir et endurcis par des années de service militaire, son port étant celui d'un homme habitué à commander et totalement indifférent aux grâces plus douces de la cour. Leurs fiançailles avaient été arrangées avec une rapidité admirable. Les négociations entre les familles menées avec l'efficacité expéditive d'une transaction commerciale, ce qu'elle était en essence, les dettes croissantes de son père, résolues par la fortune des Montrose, la lignée du duc, assurée par sa jeunesse et sa bonne éducation. La cérémonie elle-même se déroula dans la chapelle de Montrose Hall, avec toute la chaleur d'une inspection militaire, les invités assemblés en rangées sombres, les mots de la liturgie tombant comme des pierres dans une eau dormante. Catherine prononça ses vœux d'une voix qu'elle reconnut à peine comme la sienne, sentant le poids de l'anneau qu'Alexander lui glissa au doigt avec des mains qui ne tremblaient pas, son contact bref et impersonnel. Lorsqu'il souleva son voile pour lui donner le baiser obligatoire, ses lèvres effleurèrent à peine les siennes, un geste envers la tradition plutôt que l'affection, et ses yeux ne contenaient rien d'autre qu'une politesse distante qui la fit se sentir plus seule qu'elle ne l'avait jamais été en ses 20 ans. Le déjeuner de noces se déroula dans un flou de sourires forcés et de félicitations creuses. Puis vint le moment qui allait définir la forme de sa nouvelle vie, l'annonce discrète d'Alexander que son régiment partait pour le Portugal au coucher du soleil, que le devoir envers la couronne et le pays ne pouvait être reporté, même pour une nuit de noces, et qu'elle devait s'installer confortablement à Montrose Hall en son absence. Catherine se tenait dans le hall d'entrée alors que l'après-midi déclinait. Regardant à travers les fenêtres zébrées de pluie, son mari de quelques heures à peine monté dans sa voiture, qui attendait sans un regard en arrière, le véhicule disparaissant dans l'allée bordée d'arbres, jusqu'à ce que même le son des sabots s'évanouisse dans le tambourinement de la pluie, la laissant seule dans cette vaste maison inconnue, avec des domestiques qu'elle ne connaissait pas, et un titre qu'elle n'avait pas encore appris à porter, une mariée abandonnée, avant d'être véritablement devenue une épouse. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. Les premières semaines de la résidence de Catherine à Montrose Hall se déroulèrent dans une irréalité onirique, comme si elle avait franchi un seuil invisible pour entrer dans une vie qui appartenait à quelqu'un d'autre, une duchesse jouant à être la maîtresse d'un grand domaine tandis que le vrai maître restait absent, menant des guerres dans des contrées lointaines qu'elle pouvait à peine imaginer.
La maison elle-même semblait résister à sa présence avec ses vastes couloirs et ses innombrables pièces, chacune plus imposante que la précédente, les portraits ancestraux qui tapissaient les murs, la regardant avec ce qu'elle imaginait être de la désapprobation, comme si ces Montrose morts depuis longtemps pouvaient sentir son inadéquation pour le rôle qu'elle avait endossé. Madame Hallowell, l'intendante, était une femme redoutable d'environ 50 ans, ses cheveux grisaciers tirés en un chignon sévère, ses yeux sombres vifs de jugement, alors qu'elle montrait à Catherine les comptes de la maison et les inventaires de linge avec un scepticisme à peine dissimulé quant à la capacité de cette jeune fille à gérer un domaine ducal, et Catherine sentit le poids de ce doute s'installer sur ses épaules comme un manteau qu'elle n'avait pas encore mérité le droit de porter. Monsieur Pemberton, le majordome, se révéla être une présence plus douce, son visage buriné s'adoucissant avec bonté lorsqu'il s'adressait à elle, et elle se surprit à solliciter ses conseils plus souvent qu'il n'était peut-être convenable, reconnaissante pour sa compétence discrète et la manière dont il anticipait ses besoins sans la faire se sentir inadéquate de les avoir. Le soir, lorsque les domestiques s'étaient retirés et que la grande maison s'installait dans le silence, Catherine errait dans le bureau privé d'Alexander, laissant traîner ses doigts sur le dos de ses livres, des histoires militaires et des traités de tactique, mais aussi des volumes usés de poésie et de philosophie qui témoignaient d'un esprit plus complexe que son attitude sévère ne l'avait laissé supposer. Son bureau contenait des cartes de la péninsule ibérique marquées de notations incompréhensibles, et elle restait à les étudier comme si elles pouvaient lui révéler quelque chose de l'homme qu'elle avait épousé, cet étranger dont elle portait le nom, mais dont les pensées restaient un mystère. Au-dessus de la cheminée était suspendu le portrait d'une femme aux cheveux sombres et aux yeux doux, et Madame Hallowell l'avait informé avec une formalité rigide qu'il s'agissait de la défunte duchesse, la mère d'Alexander, morte alors qu'il n'avait que 14 ans, et Catherine se surprit à fixer ses yeux peints en se demandant si cette femme s'était elle aussi sentie comme un fantôme hantant ses couloirs, si elle aussi avait lutté pour trouver sa place entre ces murs impitoyables. Des lettres arrivaient du Portugal avec une fréquence irrégulière, de brèves missives écrites de la main précise d'Alexander qui parlaient de mouvements de troupes et de conditions météorologiques, mais ne contenaient pas un seul mot de sentiment personnel, aucune question sur son bien-être, aucune reconnaissance qu'il avait laissé une épouse derrière lui, et Catherine les lisait avec un sentiment de vide croissant, comprenant qu'elle était l'épouse d'un homme qui n'avait que faire d'une épouse, une duchesse pour un duc qui n'exigeait rien d'elle, sinon la fourniture éventuelle d'un héritier. Pourtant, malgré la froideur de son accueil et l'étrangeté de sa situation, Catherine découvrit en elle une détermination tranquille à ne pas être simplement une présence ornementale dans cette maison, et elle commença à s'affirmer par petites touches, rencontrant l'intendant du domaine pour examiner les comptes des locataires, ordonnant des améliorations au quartier des domestiques, établissant une routine de visites charitables au village qui lui gagna progressivement le respect, sinon l'affection, du personnel de la maison. Elle apprenait, lentement et douloureusement, à être une duchesse pour un titre vide, l'épouse d'un fantôme, se demandant tout du long si Alexander reconnaîtrait même la vie qu'elle construisait en son absence, ou s'il reviendrait, s'il revenait un jour, et balayerait tout cela d'un revers de main avec la même efficacité froide avec laquelle il avait prononcé ses vœux de mariage et était parti sous la pluie. Lord Edmund Montrose arriva à Montrose Hall par un après-midi vif de novembre, 6 semaines après le mariage, son arrivée annoncée par le joyeux cliquetis des sabots sur l'allée de gravier et une vitalité qui semblait illuminer la pierre grise du domaine par sa simple proximité, et Catherine, levant les yeux de sa correspondance dans le salon du matin, sentit son souffle se couper en le voyant par la fenêtre, grand et blond, là où son frère était brun, son visage ouvert et animé, là où celui d'Alexander avait été fermé et sévère.
tout en lui suggérant une chaleur et une aisance qui rendirent les semaines passées de solitude soudainement insupportablement lourdes. Il entra dans la maison, traînant dans son sillage des rires et des ragots de Londres, étreignant un monsieur Pemberton surpris, avec une affection sincère, charmant madame Hallowell, jusqu'à ce que même son visage sévère s'adoucisse en quelque chose approchant un sourire. Et quand il se tint enfin devant Catherine dans le grand salon, s'inclinant sur sa main, avec des yeux qui la voyaient réellement, plutôt que de regarder à travers elle vers quelque champ de bataille lointain, elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, à parts égales soulagement et danger. Edmund expliqua qu'il était venu s'assurer que sa nouvelle belle-sœur s'installait confortablement, que le devoir familial exigeait qu'il veille à son bien-être en l'absence d'Alexander, mais sa présence suggérait des motivations plus généreuses qu'une simple obligation. Il lui demanda son opinion sur des sujets allant de la gestion du domaine aux derniers romans, écouta avec un intérêt sincère ses descriptions hésitantes de son adaptation à Montrose Hall, la traitant non pas comme une nécessité décorative, mais comme une personne intelligente et de valeur dont les pensées méritaient attention. Dans les jours qui suivirent, il transforma le silence oppressant de la maison par sa présence, suggérant de petites améliorations aux fenêtres qui laissaient passer les courants d'air, organisant un dîner improvisé qui fit venir des voisins que Catherine n'avait pas encore rencontrés, l'encourageant à redécorer le triste salon du matin dans des couleurs qui lui plaisaient plutôt que d'honorer les choix de duchesse morte depuis longtemps, et elle se surprit à rire pour la première fois depuis le jour de son mariage, se surprit à attendre les matins avec impatience parce qu'Edmund pourrait passer, se surprit à prendre plus de soin de son apparence au cas où il viendrait lui rendre visite. Il lui apporta des livres de Londres, des volumes de poésie et des romans modernes qu'Alexander n'aurait jamais pensé à lui fournir, et il s'asseyait près du feu, se lisant des passages à haute voix, tandis que les vents de novembre hurlaient dehors, sa voix donnant aux mots une vie éclatante, d'une manière qui lui faisait oublier le vide immense du reste de la maison. Catherine se disait que ce n'était que la gentillesse de la famille, que l'attention d'Edmund n'était rien de plus qu'une préoccupation fraternelle pour l'épouse abandonnée de son frère, mais elle ne pouvait nier la façon dont son cœur s'emballait au son de sa voix dans le couloir, la façon dont ses journées semblaient plus longues et plus grises quand il était absent, la chaleur dangereuse qui éclosait dans sa poitrine quand il lui souriait à travers la table du dîner, comme si elle était la femme la plus fascinante qu'il ait jamais rencontrée. Elle essaya de convoquer la culpabilité pour le plaisir qu'elle prenait en sa compagnie, se rappelant qu'elle était une femme mariée, qu'Alexander était son mari malgré son absence. Mais les lettres du Portugal continuaient d'arriver avec leurs froides énumérations de mouvements militaires et de conditions météorologiques, ne contenant pas un seul mot de chaleur personnelle ou de questions sur son bien-être, et elle ne pouvait s'empêcher de penser amèrement, dans les heures calmes de la nuit, qu'Edmund la traitait avec plus de considération en un seul après-midi qu'Alexander ne l'avait fait durant toute leur connaissance, et si cela faisait de son cœur un traître à ses vœux de mariage, alors peut-être que ces vœux avaient été creux dès l'instant où ils avaient été prononcés. Les semaines passèrent avec la lente inévitabilité de l'approche de l'hiver, décembre apportant le givre aux fenêtres et la glace aux fontaines, et chaque jour qui passait, les visites d'Edmund devinrent plus fréquentes, tandis que les lettres d'Alexander arrivaient moins souvent, les intervalles entre elles s'étirant de semaines en mois, jusqu'à ce que Catherine se demande parfois si son mari avait complètement oublié son existence, ou peut-être ne l'avait jamais vraiment enregistrée. Elle et Edmund tombèrent dans un rythme qui semblait dangereusement naturel, les après-midi passés à se promener dans les jardins où leur souffle se condensait en buée dans l'air froid, et leur conversation allait du profond au trivial, avec une égale aisance, les soirées près du feu à lire à haute voix des livres qu'ils aimaient tous les deux, découvrant une passion commune pour la poésie de Byron et les romans de Walter Scott,
et Catherine se surprit à mémoriser la cadence de la voix d'Edmund. La façon dont ses yeux s'illuminaient d'enthousiasme en discutant de littérature ou de musique, la chaleur de son rire qui semblait faire fondre quelque chose de gelé dans sa poitrine. Le personnel de la maison le remarqua, bien sûr. Les domestiques remarquent toujours ce genre de choses. Et la désapprobation de Madame Hallowell se manifestait par des silences aux lèvres pincées et des remarques pointues sur les convenances, ses yeux sombres suivant Catherine avec jugement chaque fois qu'Edmund était présent, comme si l'intendante pouvait voir le courant dangereux qui courait sous la surface de leur amitié et désapprouvait des eaux qu'elle ne pouvait contrôler. Catherine se répétait sans cesse qu'il n'y avait rien d'inconvenant dans leurs interactions, qu'Edmund était de la famille et que son attention n'était qu'une préoccupation fraternelle, mais elle ne pouvait nier l'accélération de son pouls lorsqu'elle entendait sa voix dans le couloir, la façon dont elle se surprenait à choisir ses robes avec plus de soin les jours où il pourrait venir, la chaleur dangereuse qui éclosait dans sa poitrine quand il lui souriait de l'autre côté du piano alors qu'ils jouaient des duos ensemble, leurs mains se déplaçant en harmonie sur les touches. Ce fut lors d'une de ces soirées de fin décembre, la neige tombant doucement derrière les fenêtres et le feu crépitant chaleureusement dans l'âtre, que Catherine prit conscience de la proximité d'Edmund, assis à côté d'elle sur le banc du piano, leurs épaules se touchant presque alors qu'il travaillait sur une pièce compliquée de Mozart. Et quand ses doigts trébuchèrent sur un passage difficile, sa main se posa pour guider la sienne, son contact lui envoya un tel choc qu'elle se retira comme si elle s'était brûlée, se levant brusquement du banc avec une excuse balbutiée sur l'heure tardive. Edmund l'avait regardée avec des yeux qui contenaient trop de compréhension, trop de sentiments réciproques, et le silence qui s'étira entre eux vibrait de toutes les choses qu'aucun des deux ne pouvait dire, de tous les désirs impossibles que les convenances et l'honneur interdisaient, et Catherine sentit tout le poids de sa position l'écraser, légalement liée à un homme qui l'avait abandonnée, émotionnellement attirée par un autre qui ne pourrait jamais être sien, piégée dans un mariage qui n'existait que sur le papier, tandis que son cœur aspirait à une substance et une chaleur que son mari n'avait jamais offertes et ne le ferait probablement jamais. Cette nuit-là, elle resta éveillée, écoutant le vent d'hiver hurler autour des avant-toits de Montrose Hall, pensant à Alexander quelque part au Portugal, menant des batailles qu'elle ne pouvait imaginer, et se demandant s'il pensait jamais à elle, si la froide formalité de ses lettres reflétait une indifférence authentique, ou simplement les habitudes d'un homme qui avait passé trop de temps à la guerre pour se souvenir comment être tendre, et elle réalisa avec une clarté douloureuse qu'elle était prise entre deux situations impossibles, un mari qui était un étranger et un homme qui ne pourrait jamais être plus qu'un ami. Son cœur partagé entre le devoir envers des vœux prononcés sans amour et la solitude douloureuse d'un mariage non consommé et abandonné, tandis que l'hiver s'intensifiait dehors et que les murs de la grande maison semblaient se resserrer toujours plus, témoins de son désespoir grandissant et du chemin dangereux que ses pensées commençaient à emprunter. Janvier arriva avec un froid glacial et des nouvelles qui brisèrent le fragile équilibre que Catherine avait construit entre les murs de Montrose Hall, la nouvelle parvenant en Angleterre par des dépêches militaires que les forces de Wellington s'étaient engagées dans une bataille dévastatrice près de la frontière espagnole, et que le régiment d'Alexander avait été au cœur du conflit. Les listes de victimes étant incomplètes et confuses durant ces premiers jours terribles où Catherine ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre et imaginer des horreurs qu'elle n'avait aucun contexte pour visualiser correctement. La lettre venait du commandant d'Alexander plutôt que d'Alexander lui-même, brève et impersonnelle dans sa récitation des faits. Engagement majeur, lourde perte, le duc de Montrose parmi les blessés, son état et sa localisation incertains dans le chaos qui suivit la bataille. Et Catherine se surprit à fixer les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent en marques insignifiantes sur la page, ses mains tremblant d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer immédiatement,
car elle n'avait jamais vraiment connu son mari assez bien pour comprendre ce que sa perte pourrait signifier. Edmund arriva quelques heures après avoir reçu sa propre notification, son visage tiré et pâle, la légèreté habituelle disparue de son attitude, alors qu'il se tenait dans le salon où Catherine était assise, figée, la lettre toujours serrée dans ses doigts, et elle le regarda lire les mêmes mots terribles qu'elle avait mémorisés, vit le chagrin qui traversa ses traits et le reconnut comme quelque chose de bien plus profond que sa propre réponse confuse, car Edmund avait réellement connu Alexander, avait grandi à ses côtés, possédait des années de souvenirs et d'affection que Catherine ne pourrait jamais revendiquer. Ils passèrent les semaines suivantes dans un étrange état suspendu, ni tout à fait en deuil, ni en espoir. Vérifiant chaque courrier pour des nouvelles supplémentaires, tandis que l'hiver s'approfondissait dehors et que l'incertitude mettait les nerfs de Catherine à rude épreuve, et elle découvrit, avec une clarté douloureuse, qu'elle ne souhaitait pas la mort d'Alexander malgré leur mariage creux, que la pensée de le savoir blessé et seul sur quelque champ de bataille étranger la remplissait d'une détresse authentique, même si ce n'était pas le chagrin d'une épouse dévouée. Edmund resta à Montrose Hall pendant ces semaines angoissantes. Au diable les convenances face à une potentielle tragédie familiale, et Catherine s'appuya sur lui avec une intimité née de la peur partagée. Leurs conversations dans les soirées éclairées par le feu, allant des souvenirs qu'ils partageaient d'Alexander enfant, aux confessions chuchotées sur la culpabilité qu'ils portaient tous les deux. Catherine, pour ses sentiments croissants envers Edmund malgré ses vœux de mariage. Edmund, pour la pensée terrible qui lui avait traversé l'esprit au premier instant de la nouvelle, l'éclair honteux d'espoir que la mort d'Alexander pourrait les libérer tous les deux. Quand la deuxième lettre arriva enfin fin février, les mains de Catherine tremblaient si violemment qu'Edmund dut briser le sceau, et ils lurent ensemble la mise à jour laconique d'un chirurgien militaire. Le duc avait été localisé dans un hôpital de campagne, grièvement blessé, mais on s'attendait à ce qu'il survive. Se rétablissant actuellement sous surveillance médicale avant d'être envoyé en convalescence à Lisbonne, et Catherine sentit ses genoux fléchir sous un soulagement si profond qu'il l'effraya, la réalisation s'abattant sur elle qu'elle avait été réellement terrifiée de devenir veuve d'un homme qu'elle connaissait à peine, qu'une partie d'elle avait espéré contre tout espoir qu'Alexander reviendrait, ne serait-ce que pour leur donner une chance de découvrir si leur mariage aurait pu contenir une possibilité qu'elle avait été trop seule et blessée pour voir. Edmund la rattrapa alors qu'elle chancelait, ses bras forts et stables autour d'elle, et ils restèrent là, dans la lumière du matin, se tenant l'un l'autre avec un désespoir qui n'avait rien à voir avec les convenances et tout à voir avec la terreur partagée qu'ils avaient endurée. Et quand Catherine se retira enfin pour regarder son visage, elle y vit son propre conflit se refléter, le soulagement de la survie d'Alexander, mêlé à la reconnaissance compliquée que son retour à la santé signifiait la continuation de toutes les barrières qui se dressaient entre eux. La situation impossible, rendue encore plus impossible par la connaissance qu'ils avaient tous les deux, dans leurs moments les plus sombres, espérer une liberté qui ne serait venue que par la mort d'Alexander, et maintenant, ils devraient vivre avec la honte de cet espoir, même en se réjouissant de sa survie. Le printemps arriva à Montrose Hall, avec une beauté presque cruelle, les jardins éclatant de fleurs, juste au moment où une autre lettre arriva du ministère de la Guerre. Celle-ci portant le sceau officiel et la terrible formalité qui accompagnait les notifications les plus graves, et Catherine se tenait dans le salon du matin, les mains tremblantes, tandis que M. Pemberton présentait la correspondance sur un plateau d'argent, son vieux visage plissé d'inquiétude, car lui aussi comprenait ce que de telles lettres signifiaient. Et quand elle brisa le sceau et lut les mots « Regret d'informer, tué au combat, embuscade près de Toulouse, corps non retrouvé », le papier glissa de ses doigts
et dériva jusqu'au sol comme une feuille morte, et elle sentit le monde basculer d'une manière qu'il n'avait même pas fait lors de la précédente alerte, car cette fois, il n'y avait pas d'incertitude, pas d'espoir de sursis, seulement la finalité brutale de ces mots terribles qui déclaraient Alexander Montrose mort et faisaient de Catherine une veuve avant qu'elle n'ait jamais vraiment été une épouse. Edmund arriva dans la journée, sa propre notification l'ayant atteinte à Londres, et Catherine vit sur son visage un chagrin si profond et authentique qu'il fit honte à sa propre réponse confuse, car tandis qu'elle ressentait de la tristesse, du choc et un étrange vide creux, Edmund perdait un frère qu'il avait connu et aimé malgré leurs différences, et elle le regarda pleurer avec un abandon qui la toucha profondément, son charme et sa légèreté habituelle dépouillés pour révéler la profondeur de ses sentiments. La maison se drapa de deuil, du crêpe noir apparaissant sur les miroirs et les fenêtres. Le personnel accomplissant ses tâches à voix basse et avec des visages sombres, la désapprobation de Madame Hallowell temporairement suspendue face à une véritable tragédie, et Catherine se surprit à accomplir les gestes du deuil, accepter les visites de condoléances, commander des vêtements de deuil, écrire des lettres à des parents éloignés, tout en se sentant étrangement déconnectée de la réalité de la mort d'Alexander, comme si elle pleurait non pas un mari, mais une idée, une possibilité qui avait été arrachée avant de pouvoir se matérialiser en quelque chose de réel. Les semaines passèrent dans un brouillard de bombazins noirs et de visiteurs compatissants, le printemps s'approfondissant en début d'été à l'extérieur, tandis que Catherine restait cloîtrée dans les couloirs sombres de Montrose Hall, et Edmund resta proche tout au long, sa présence un réconfort même si son propre chagrin se transformait progressivement en autre chose, une attention prudente que Catherine reconnut parce qu'elle en sentait l'écho dans son propre cœur, la lente et coupable prise de conscience que la mort d'Alexander avait supprimé la seule barrière insurmontable entre eux, qu'ils étaient maintenant libres de reconnaître des sentiments qu'ils combattaient depuis des mois. Et cette connaissance apportait avec elle une honte si lourde que Catherine pouvait à peine respirer sous son poids, car quel genre de femme ressentait du soulagement à la mort de son mari, quel genre de veuve s'autorisait à penser à l'amour alors qu'elle devrait être consumée par le chagrin. Pourtant, alors que les mois d'été se déroulaient et que les attentes de la société concernant sa période de deuil devenaient claires, un an au minimum avant qu'elle ne puisse même envisager de se remarier, plus longtemps avant que ce ne soit vraiment convenable. Catherine se trouva dans une position impossible, légalement libre mais socialement liée, son cœur l'attirant vers Edmund, même si les convenances exigeaient qu'elle reste en habit de veuve et en contemplation solitaire, et Edmund, cher Edmund, semblait comprendre son conflit sans mots, maintenant une distance prudente, même si ses yeux la suivaient, avec une intensité qui faisait s'accélérer son pouls et trembler ses mains quand il était proche, et ils dansaient autour de la vérité entre eux, comme des papillons de nuit tournant autour d'une flamme, sachant tous deux qu'ils se dirigeaient vers quelque chose de dangereux et d'inévitable, tous deux incapables ou peu disposés à arrêter la lente attraction gravitationnelle qui les rapprochait maintenant que la mort avait rompu les liens légaux qui les avaient séparés, bien que Catherine ne puisse se défaire de la terrible culpabilité qui murmurait aux heures sombres de la nuit qu'elle trahissait la mémoire d'Alexander en s'autorisant à ressentir autre chose que du chagrin, en permettant à son cœur de se tourner vers son frère, alors que son corps n'était même pas froid dans la tombe anonyme qui le retenait en terre étrangère. L'été arriva à Montrose Hall avec une douceur qui semblait presque s'excuser après les dures épreuves du printemps. Les jardins éclatant en une floraison exubérante, comme si la nature elle-même cherchait à compenser la cruauté de la guerre et de la perte, et Catherine se promenait parmi les roses par un chaud après-midi de juin, 3 mois après être devenue veuve, quand Edmund apparut sur le sentier de gravier avec une expression si tendre et conflictuelle que son souffle se coupa dans sa gorge,
car elle sut sans mots ce qu'il était venu dire, ce autour de quoi ils tournaient tous les deux depuis des semaines maintenant, avec la danse prudente de deux personnes qui comprenaient l'énormité de franchir certaines limites. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, le soleil d'été projetant des ombres sur son visage, et quand il parla, sa voix n'était guère plus qu'un murmure, rauque d'émotion, alors qu'il disait « Catherine, je ne peux plus continuer cette comédie, cette distance prudente que nous maintenons quand tout le monde est parti, quand nous sommes seuls dans ces couloirs, et que je ne peux penser à rien d'autre qu'à combien je suis venu à... » Et elle leva la main pour l'arrêter, des larmes se formant déjà dans ses yeux, parce qu'elle savait qu'elle ne devrait pas lui permettre de continuer, ne devrait pas laisser les mots être prononcés, des mots qui ne pourraient jamais être repris. Pourtant, elle se trouva incapable de bouger, incapable de faire autre chose que de rester là, parmi les roses, alors qu'il comblait la distance entre eux et prenait ses doigts tremblants dans ses propres mains chaudes. La confession jaillit de lui alors, tous les sentiments qu'il avait contenus pendant des mois, comment il était tombé amoureux d'elle presque dès le début, comment sa solitude avait appelé quelque chose de profond dans sa propre âme, comment il avait lutté contre ses sentiments par loyauté envers Alexander, mais maintenant qu'Alexander était parti, il ne pouvait supporter de la voir pleurer seule, alors que son propre cœur se brisait du besoin de la réconforter, de lui donner l'amour et la dévotion qu'elle méritait. Et Catherine se sentit se fracturer sous le poids de ces mots. La vérité, qu'elle s'était niée même à elle-même, montant pour rencontrer sa déclaration. Car oui, elle l'aimait aussi, l'avait aimé peut-être depuis ses premiers mois sombres, où il avait été la seule lumière dans son existence isolée, et la culpabilité de cet amour était presque écrasante, mais pas tout à fait suffisante pour l'empêcher de murmurer à travers ses larmes « Edmond, je ne devrais pas. Nous ne pouvons pas, mais je... » Et il comprit ce qu'elle ne pouvait tout à fait dire, l'attirant doucement dans ses bras là, dans la roseraie où n'importe quel domestique pourrait les voir, les convenances abandonnées au profit du besoin humain désespéré qu'ils ressentaient tous les deux. Leur premier baiser fut hésitant et doux, chargé de toute la culpabilité et du désir qu'ils avaient de réprimer, ses lèvres douces contre les siennes, comme si elles pouvaient se briser, ses mains agrippant son manteau comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui avait basculé. Et quand ils se séparèrent enfin, ils restèrent le front contre le front, respirant fort, sachant tous deux qu'ils avaient franchi une ligne d'où il n'y aurait pas de retour possible, mais aucun n'étant disposé à le regretter entièrement. Et Edmond murmura qu'il devait attendre, devait observer une période de deuil convenable avant de rendre quoi que ce soit officiel, mais qu'il attendrait aussi longtemps que nécessaire si seulement elle lui promettait de l'espoir, lui promettait un avenir quand le moment serait venu. Catherine accepta à travers ses larmes, comprenant que ce qu'il commençait était secret et dangereux et alourdi par le fantôme de la mémoire d'Alexander, mais incapable de se refuser cette seule source de chaleur dans le paysage froid de son deuil. Et alors que les semaines d'été passaient, ils menèrent une cour prudente déguisée en soutien familial, des moments volés dans la bibliothèque quand la maisonnée dormait, des conversations chuchotées dans le jardin au crépuscule, la main d'Edmond trouvant la sienne sous la table pendant le dîner. Et lentement, si lentement, Catherine commença à sentir le poids de la mémoire d'Alexander s'alléger, commença à imaginer un avenir qui ne contenait pas seulement le devoir et le deuil, mais un bonheur authentique, commença à s'autoriser à vivre de nouveau de manière qu'elle n'avait jamais vraiment vécues auparavant, et Montrose Hall elle-même semblait se transformer avec leur joie soigneusement cachée, comme si les pierres même du bâtiment avaient attendu que l'amour remplisse enfin ses couloirs. Octobre arriva à Montrose Hall avec une fraîcheur qui promettait la transformation, les feuilles virant à l'or et au cramoisi, comme si la nature elle-même célébrait le changement qui était sur le point de se produire, et un matin où la brume flottait bas sur les jardins,
Edmund vint trouver Catherine dans la bibliothèque où elle lisait. Son visage plus sérieux qu'elle ne l'avait vu depuis des semaines, et avant qu'elle ne puisse parler, il s'agenouilla devant son fauteuil dans la posture traditionnelle, sortant de sa poche une bague qui avait appartenu à sa mère, un délicat saphir entouré de petits diamants qui captaient la lumière du matin, et sa voix trembla légèrement alors qu'il disait « Catherine, nous avons observé la période de deuil convenable, nous avons été patients et prudents, mais je ne peux plus attendre. Me ferez-vous l'extraordinaire honneur de devenir ma femme ?» Elle sentit des larmes monter à ses yeux en murmurant oui, sa main tremblant, alors qu'il lui glissait la bague au doigt, et quand il se leva pour l'embrasser, ce fut avec une joie si pure et sans retenue que tous les mois de culpabilité et de secret semblèrent se consumer dans sa chaleur, ne laissant que la promesse d'un avenir qu'il pouvait enfin revendiquer ouvertement. L'annonce fut faite à la société dans la semaine, des avis soigneusement rédigés envoyés aux journaux appropriés, des lettres expédiées à la famille et aux amis. Et bien qu'il y en ait eu qui chuchotaient derrière des mains gantées sur la hâte inconvenante d'une veuve épousant le frère de son défunt mari, la plupart convinrent que 6 mois constituaient techniquement un deuil suffisant pour un mariage qui n'avait duré que quelques heures avant le départ du mari, et la position d'Edmund ainsi que le comportement impeccable de Catherine pendant son veuvage aplanirent la plupart des objections, et bientôt Montrose Hall bourdonna du chaos agréable des préparatifs de mariage. Catherine se retrouva dans la boutique de la modiste de la ville voisine. Debout devant des miroirs tandis que rouleau après rouleau de tissu étaient drapés autour d'elle, et le contraste avec les préparatifs de son premier mariage ne pouvait être plus frappant. Alors, elle avait choisi rapidement et sans soin, sachant que la robe ne serait vue par personne qui comptait, portée pour une cérémonie qui n'était qu'une formalité. Mais maintenant, elle examinait chaque détail avec l'attention d'une femme qui devenait véritablement une mariée, choisissant une robe de soie ivoire, avec une délicate dentelle de Bruxelles à la gorge et aux manches, une création qui prendrait des semaines à compléter, mais qui serait parfaite pour la cérémonie de novembre qu'ils avaient prévue. Edmund était partout pendant ces semaines. Son enthousiasme contagieux alors qu'il parlait de la vie qu'ils construiraient ensemble, ils voyageraient en Italie pour leur lune de miel, disait-il, passeraient le printemps à Venise et à Florence pour voir tout l'art et l'architecture dont elles n'avaient lu que dans les livres, et à leur retour à Montrose Hall, ils rempliraient ces pièces de rire et de musique, et finalement d'enfants, de nombreux enfants, espérait-il, et il serait un meilleur mari qu'Alexander ne l'avait jamais été, car il comprenait le cadeau précieux qui lui était offert en la main et le cœur de Catherine. La maisonnée répondit aux fiançailles avec un plaisir principalement sincère, le vieux visage de M. Pemberton se plissant d'en sourire alors qu'il supervisait les préparatifs, les jeunes femmes de chambre gloussant en nettoyant et polissant chaque surface jusqu'à ce que le manoir brille, bien que Madame Hallowell maintint une certaine réserve, ses lèvres pincées chaque fois qu'elle observait le couple ensemble, comme si elle seule se souvenait que Catherine avait été duchesse de Montrose avant de devenir la fiancée d'Edmund. Mais même sa désapprobation ne pouvait ternir la joie qui semblait imprégner chaque pierre du domaine. La date du mariage fut fixée au 3e samedi de novembre, assez de temps pour se préparer correctement, mais pas si lointaine qu'elle paraisse hésitante, et alors que les feuilles tombaient des arbres et que les premières gelées touchèrent les jardins, Catherine se sentit se transformer de la mariée abandonnée qu'elle avait été en quelque chose de entièrement nouveau, une femme qui avait choisi son propre bonheur, qui avait survécu à la solitude et à la perte, et en était sortie prête à embrasser la vie à bras ouverts, et quand elle regardait Edmund à travers la table du dîner ou se promenait avec lui dans les jardins d'automne, elle était certaine que cette fois, ce mariage serait le début de quelque chose de réel, de durable et de vrai, que l'avenir contenait enfin non seulement le devoir, mais une promesse authentique, et elle s'autorisa à croire
que le bonheur n'était pas seulement possible, mais inévitable, qu'elle l'avait mérité à travers les longs mois d'attente et de deuil, et que rien ne pouvait maintenant se dresser entre elle et la vie dont elle avait rêvé pendant ces nuits sombres et solitaires où le fantôme d'Alexander avait hanté ses couloirs et où l'amour d'Edmond avait semblé incroyablement distant. Novembre arriva à Montrose Hall avec un froid glacial qui semblait présager quelque chose de plus sombre qu'un simple hiver, et Catherine se tenait dans sa chambre, 2 semaines avant le mariage, examinant la robe de soie ivoire suspendue contre l'armoire, le cœur léger d'anticipation malgré le ciel gris à l'extérieur, quand le son de roues de voiture sur le gravier l'attira à la fenêtre, et ce qu'elle vit là lui glaça le sang dans les veines, car la voiture qui s'était arrêtée à l'entrée n'était pas une qu'elle reconnaissait. Et l'homme qui en descendit se déplaçait avec une démarche raide et douloureuse qui parlait de vieilles blessures, et même à cette distance, même si c'était impossible, même s'il était mort, elle sut avec une terrible certitude que c'était Alexander. Le monde sembla basculer, tandis qu'elle le regardait se tenir devant l'entrée de sa propre maison, décharné, marqué de cicatrices et bien vivant, ses cheveux sombres plus longs qu'auparavant, son visage plus dur et plus maigre, portant les marques indubitables de la souffrance, et elle se surprit à s'agripper au cadre de la fenêtre, comme si c'était la seule chose solide dans une réalité qui venait de perdre ses amarres, son esprit parcourant des explications impossibles, alors même que son cœur entamait une lente et écœurante descente. Car elle comprit à cet instant que tout ce qu'elle avait construit avec Edmond, tout le bonheur qu'elle s'était permis de revendiquer, était sur le point de voler en éclats comme du verre. Elle descendit les escaliers sur des jambes tremblantes, arrivant dans le hall d'entrée juste au moment où M. Pemberton ouvrait la porte, le visage du vieux majordome devenant blanc de choc en voyant son maître revenu d'entre les morts, et Alexander entra dans la maison avec le port d'un homme qui avait traversé l'enfer lui-même, ses yeux balayant les environs familiers, avec une expression qui était à la fois soulagement et quelque chose de plus sombre, et quand ses yeux trouvèrent Catherine figée dans les escaliers, elle vit l'éclair de reconnaissance suivi immédiatement de confusion, car elle portait une robe qu'il n'avait jamais vue. Ses cheveux coiffés d'une manière qu'elle ne portait pas quand il était parti, tout en elle parlant d'une vie vécue en son absence. La confrontation qui s'ensuivit fut une scène de cauchemar, Edmond apparaissant de la bibliothèque au son des voix, son visage passant de la curiosité à l'horreur absolue en voyant son frère, et ils se tinrent tous les trois en un terrible triangle dans le salon où Catherine dut expliquer, les lèvres engourdies, que oui, Alexander avait été déclaré mort, que oui, elle et Edmond y avaient cru, que oui, ils étaient fiancés et devaient se marier dans 2 semaines, chaque mot tombant comme des pierres dans le silence affreux, et le visage d'Alexander passa de l'incrédulité à la compréhension, puis à une fureur froide qui était en quelque sorte pire que n'importe quelle explosion de colère aurait pu l'être. La voix d'Alexander, quand il parla enfin, était rauque par manque d'usage et quelque chose de plus profond, demandant depuis combien de temps, exigeant de savoir quand sa femme et son frère avaient décidé de le trahir, et la tentative d'Edmund d'expliquer qu'Alexander était parti, que Catherine avait été seule, qu'il l'avait cru mort, sonnait creux même aux propres oreilles de Catherine, car sous les justifications se cachait la terrible vérité qu'ils étaient tombés amoureux, alors qu'Alexander respirait encore, que sa mort annoncée les avait simplement libérés pour agir sur des sentiments qui avaient déjà pris racine. La révélation qu'Alexander avait été capturé par les forces françaises, détenu dans un camp de prisonniers où les conditions étaient si brutales que le commandement britannique avait simplement supposé tous les prisonniers morts, qu'il avait survécu par pure volonté obstinée pour être libéré lors d'un récent échange de prisonniers et passer des semaines à rentrer en Angleterre, à retrouver une maison et une épouse dont il avait rêvé pendant les heures
les plus sombres de sa captivité, pour ne trouver que cette épouse en train de planifier son mariage avec son propre frère. Cette révélation flottait dans l'air comme une accusation qui n'avait pas besoin de voix, et Catherine sentit le poids de sa culpabilité l'écraser, même si une partie d'elle voulait crier qu'il l'avait abandonnée le premier, qu'il l'avait laissée seule dans cette vaste maison quelques heures seulement après leur mariage, qu'elle avait tout à fait le droit de chercher du réconfort où elle le pouvait. L'angoisse d'Edmond était inscrite sur chaque ligne de son visage alors qu'il regardait entre son frère et la femme qu'il aimait, et quand il parla, ce fut pour dire qu'il partirait immédiatement, qu'il comprenait que les fiançailles devaient être rompues, qu'il n'avait jamais eu l'intention de causer de la peine, et bien que Catherine voulut protester, voulut s'accrocher au bonheur qui avait semblé si proche, elle se trouva incapable de parler, car elle savait qu'il avait raison, savait que la loi, la société et tous les codes par lesquels il vivait la déclaraient toujours l'épouse d'Alexander, liée à un homme qui était un étranger, mais dont la revendication légale supplantait toute revendication du cœur. La bague de saphir quitta son doigt avec une finalité qui ressemblait à la mort, placée soigneusement sur la table entre eux, et tandis qu'Edmund s'inclinait raidement devant eux deux et quittait la pièce, ses pas résonnant dans le hall, Catherine et Alexander restèrent en silence, deux personnes liées par des vœux et la loi, et rien d'autre, le fantôme de la présence d'Edmund flottant entre eux, et les mots d'Alexander, quand il parla enfin, furent calmes et dévastateurs, alors qu'il disait « Je vois que j'aurais dû rester mort ». Et Catherine n'eut aucune réponse à lui donner, car, à cet instant, elle souhaita presque qu'il le fût. Edmund quitta Montrose Hall avant l'aube le lendemain matin, incapable de supporter ne serait-ce qu'une nuit sous le même toit que le frère, dont le retour lui avait tout coûté. Et Catherine regarda de la fenêtre de sa chambre sa voiture disparaître dans la brume grise de novembre, sentant comme si son cœur lui était arraché de la poitrine à chaque tour de roue, et quand elle descendit enfin pour le petit déjeuner, elle trouva Alexander déjà assis à la longue table de la salle à manger, sa silhouette décharnée semblant presque spectrale dans la lumière du matin, et ils mangèrent dans un silence si complet que le cliquetis de l'argenterie contre la porcelaine sonnait comme des accusations, aucun des deux n'étant capable de croiser le regard de l'autre, car regarder, c'était affronter la situation impossible qu'ils habitaient maintenant, légalement liés comme mari et femme, mais des étrangers qui avaient été façonnés par des expériences entièrement différentes du même mariage, le sien défini par la guerre, la captivité et les rêves de retour, le sien par l'abandon, la solitude et un amour que la loi et la société jugeaient désormais interdit. Les jours qui suivirent établirent un schéma d'évitement prudent, Catherine gérant la maisonnée comme elle l'avait fait depuis plus d'un an, tandis qu'Alexander se déplaçait dans le manoir comme un fantôme hantant sa propre vie. Et bien qu'ils partagent le même toit, ils auraient aussi bien pu habiter des mondes différents pour toute la connexion entre eux, ne se parlant que lorsque la nécessité l'exigeait, et même alors sur le ton le plus formel, chaque mot mesuré et froid, comme le givre qui recouvrait les fenêtres chaque matin. La fierté d'Alexander était une blessure visible, se manifestant dans la rigidité de ses épaules et le pli amer de sa bouche, et Catherine comprenait que, bien qu'il reconnaisse intellectuellement qu'il l'avait abandonnée, qu'il avait failli à son devoir de mari dès le premier jour, son cœur ressentait encore la piqûre de la trahison, car elle avait été sienne en droit sinon en amour, et découvrir qu'elle projetait de se marier avec son propre frère était une humiliation qui coupait plus profondément que n'importe quelle blessure qu'il avait subie au combat ou en captivité. Le propre chagrin de Catherine était tout aussi complexe, pleurant non seulement la perte d'Edmund et de l'avenir qu'ils avaient projeté, mais aussi la personne qu'elle avait été pendant ces mois avec lui, la femme qui riait librement, qui s'autorisait la joie, qui croyait que le bonheur était son droit plutôt qu'un privilège à mériter par la souffrance, et en présence d'Alexander, elle se sentait se durcir à nouveau
pour redevenir la coquille dévouée qu'elle avait portée le jour de leur mariage, toute chaleur et spontanéité se figeant sous le poids de son jugement silencieux. La maisonnée se déplaçait autour d'eux avec les pas prudents de personnes naviguant sur un champ de bataille, le visage de M. Pemberton perpétuellement plissé d'inquiétude, les lèvres de Mme Hallowell encore plus pincées que d'habitude, comme si elle était vengée dans sa désapprobation antérieure, les jeunes servantes chuchotant dans les coins sur l'étrange mariage de leurs maîtres et maîtresses qui se parlaient à peine et ne se touchaient jamais. Et Catherine voulait leur crier à tous qu'elle n'avait pas demandé cela, qu'elle avait été une bonne et fidèle épouse jusqu'à ce que toute raison de fidélité lui soit retirée. Mais elle gardait son sang-froid, car c'est ce que font les duchesses, elles endurent avec grâce, même lorsque leur cœur se brise. Pourtant, alors que novembre s'approfondissait vers décembre, Catherine commença à remarquer des choses chez Alexander qui pénétraient même son chagrin et sa colère. La façon dont il grimaçait lorsque le temps se refroidissait, favorisant son côté gauche où elle soupçonnait de vieilles blessures de persister, les cauchemars qui le réveillaient parfois aux heures précédant l'aube, quand elle entendait ses cris à travers les murs qui séparaient leurs chambres, le regard hanté dans ses yeux quand il se croyait inobservé, comme s'il avait ramené les fantômes de la guerre avec lui et ne pouvait pas tout à fait croire qu'il était vraiment en sécurité. Et malgré tout, malgré son amour pour Edmund et son ressentiment face au retour d'Alexander, elle ressentit un élan de compassion non désiré pour cet étranger balafré qui était son mari. Alexander aussi commençait à voir Catherine avec des yeux nouveaux, observant la compétence tranquille avec laquelle elle gérait le domaine, la gentillesse qu'elle montrait aux domestiques, les livres de comptes soignés qui révélaient que sa gestion n'avait pas seulement maintenu Montrose Hall, mais l'avait amélioré, et il commença à comprendre ce qu'Edmund avait vu en elle, commença à reconnaître qu'en l'abandonnant, il n'avait pas seulement failli à son devoir, mais avait manqué de connaître une femme d'une valeur et d'une force authentiques, bien que cette reconnaissance n'apportât aucun réconfort, seulement une honte plus profonde qui se tordait dans ses entrailles aux côtés de la colère, car il avait créé la situation même qui l'avait poussé dans les bras de son frère, et il ne pouvait blâmer personne d'autre que lui-même, même s'il leur en voulait à tous les deux, d'avoir trouvé l'un en l'autre ce qu'il avait été trop meurtri et lié par le devoir pour offrir. Le froid de novembre s'installa dans les os d'Alexander avec une méchanceté qui parlait de vieilles blessures mal guéries, et le troisième matin après le départ d'Edmund, Catherine le trouva dans la bibliothèque en train d'essayer d'atteindre un volume sur une étagère supérieure, le visage gris de douleur alors que son bras gauche refusait de coopérer, et bien que chaque instinct lui dise de maintenir la distance qu'ils avaient établie, elle se surprit à traverser la pièce et à lui prendre le livre, leurs doigts s'effleurant brièvement alors qu'elle le lui tendait, et son « merci » tranquille fut le premier mot civil qu'ils s'étaient échangé depuis cette terrible confrontation dans le salon. Le temps empira au fur et à mesure que le mois avançait, apportant une neige précoce et des vents glaciaux qui hurlaient autour de Montrose Hall comme les fantômes de toutes leurs erreurs, et le boitement d'Alexander devint plus prononcé, ses mouvements prudents et douloureux, d'une manière qui parlait d'une souffrance qu'il était trop fier pour reconnaître, jusqu'à ce qu'un soir, Catherine le remarque en train d'essayer de monter les escaliers vers sa chambre, et le voit s'arrêter à mi-chemin, agrippant la rampe avec des doigts blanchis. Et elle comprit que les blessures qu'il avait subies en captivité le tourmentaient encore d'une manière qu'il n'admettrait jamais. Elle commença à laisser une potion contre la douleur sur la table devant sa porte chaque nuit, sans jamais le mentionner, sans jamais attendre pour voir s'il la prenait, s'assurant simplement qu'elle était là, et bien qu'il ne l'ait jamais remerciée, elle remarqua que le verre était toujours vide le matin, et ce petit échange silencieux devint un fil les reliant à travers le gouffre de la blessure et du ressentiment. Leur conversation restait guindée et brève, menée avec la politesse formelle d'étrangers contraints de partager un logement,
mais progressivement. Catherine commença à remarquer des détails sur Alexander qui pénétraient son chagrin et sa colère, la façon dont il s'arrêtait devant le portrait de sa mère dans le hall, avec une expression d'une tristesse si profonde qu'elle comprit que sa perte avait été aussi grande que la sienne, la manière prudente dont il manipulait les registres du domaine qu'elle avait tenu, comme s'il reconnaissait sa compétence même s'il ne pouvait le dire, les livres de poésie qu'elle trouva marqués dans son bureau, suggérant une âme bien plus tendre que le soldat froid qui l'avait laissé le jour de leur mariage. Une nuit de fin novembre, elle fut réveillée par des bruits provenant de sa chambre, des cris terribles qui parlaient d'une angoisse dépassant tout ce qui était physique, et bien qu'elle sût qu'elle devait l'ignorer, devait maintenir les frontières qu'ils avaient établies, elle se retrouva en robe de chambre, passant par la porte communicante qu'elle n'avait jamais ouverte auparavant, le trouvant emmêlé dans des draps trempés de sueur, pris dans l'étreinte d'un cauchemar si vif qu'il combattait des ennemis invisibles, et elle agit par pur instinct, lui touchant l'épaule et prononçant son nom jusqu'à ce que ses yeux s'ouvrent, sauvages et vides, avant que la reconnaissance ne revienne lentement. La vulnérabilité sur son visage à ce moment-là était si complète, si dévastatrice, que Catherine sentit quelque chose se fissurer dans la glace autour de son cœur, et quand il murmura des excuses brisées, elle se surprit à s'asseoir sur le bord de son lit en disant qu'il n'y avait pas de quoi s'excuser, qu'elle comprenait que les cauchemars n'étaient pas choisis, et pendant une poignée de battements de cœur, ils se regardèrent simplement, vraiment, peut-être pour la première fois depuis son retour, et ce qu'elle vit dans ses yeux n'était pas le duc froid ou le mari qui l'avait abandonné, mais un homme qui avait survécu à des horreurs qu'elle ne pouvait imaginer, et qui essayait encore de se retrouver. Il ne parla pas de ce dont il avait rêvé, et elle ne demanda pas, mais quand elle se leva pour partir, il attrapa brièvement sa main, sa prise douce malgré le tremblement de ses doigts, et dit « Merci, Catherine », utilisant son prénom pour la première fois depuis son retour, et le son de celui-ci dans sa voix rauque envoya une chaleur inattendue à travers elle, même si elle se rappelait que la compassion n'était pas le pardon, que soigner ses cauchemars n'effaçait pas le fait qu'elle aimait un autre homme, qu'ils étaient encore des étrangers liés par la loi, et rien de plus. Pourtant, dans les jours qui suivirent, elle se surprit à l'observer plus attentivement, observant la façon dont il se déplaçait dans la maison, comme s'il réapprenait à exister en temps de paix, le regard hanté qui ne quittait jamais tout à fait ses yeux, le contrôle prudent qu'il maintenait sur chaque mot et chaque geste, comme s'il avait peur de ce qui pourrait émerger s'il baissait sa garde. Et elle commença à reconnaître en lui la même carapace protectrice qu'elle avait elle-même portée, la même peur de la vulnérabilité qui vient d'avoir été trop profondément blessée. Et cette reconnaissance remua en elle quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la compréhension. Décembre arriva avec une furie de neige et de vent qui semblait déterminée à isoler Montrose Hall du reste du monde, et le matin du 15e, exactement 1 an après leur mariage, Catherine se réveilla pour trouver les fenêtres complètement obscurcies par le blanc, les congères si hautes que même les écuries étaient à peine visibles. Et bien que ni elle ni Alexander ne mentionnassent l'importance de la date lorsqu'ils se rencontrèrent au petit déjeuner, elle vit dans ses yeux qu'il s'en souvenait, tout comme elle, de la cérémonie froide et de son départ sous la pluie, alors qu'elle était restée seule dans sa robe de mariée, se sentant veuve avant même d'avoir été véritablement une épouse. La neige continua toute la journée, les emprisonnant ensemble plus complètement qu'il ne l'avait été depuis son retour, et le soir, lorsque les domestiques se retirèrent tôt à cause du froid, Catherine et Alexander se retrouvèrent les seules âmes éveillées dans le vaste manoir, attirées presque contre leur gré par la chaleur du feu de la bibliothèque, où ils s'assirent dans des fauteuils placés à une distance prudente, le silence entre eux lourd de tous les mots qu'ils n'avaient pas prononcés. Ce fut Alexander qui rompit le premier, sa voix rauque, comme s'il avait oublié comment parler d'autre chose que des nécessités pratiques de leur existence quotidienne, et il dit
Je pensais à Badajoz aujourd'hui, au siège, et j'ai réalisé qu'il neigeait alors aussi, bien que rien de tel, et je me souviens avoir cru que j'allais y mourir, et que mon seul regret était de n'avoir jamais vraiment vécu, de ne m'être jamais permis de désirer autre chose que le devoir et l'honneur. Catherine le regarda à travers la lumière du feu, voyant les ombres qui jouaient sur son visage balafré, et quelque chose dans sa franchise brute força la sienne. Alors elle se surprit à parler des mois après son départ, de la terrible solitude de cette maison, de la façon dont elle s'était sentie comme un fantôme hantant la vie de quelqu'un d'autre, et pour la première fois, elle prononça le nom d'Edmund à voix haute entre eux, reconnaissant que son frère lui avait donné une raison de vivre, alors qu'elle se noyait dans le vide que le départ d'Alexander avait créé. La confession flotta dans l'air comme la neige dehors, dangereuse et transformatrice, et les mains d'Alexander se crispèrent sur les bras de son fauteuil avant qu'il ne dise doucement « Je t'ai manqué de respect dès le début, Catherine. Je le savais même en partant ce jour-là, je me suis dit que c'était le devoir, que la guerre m'exigeait, mais la vérité était que j'étais un lâche, effrayé de ce que cela signifierait de laisser quelqu'un compter pour moi, alors que je croyais que je mourrais probablement en Espagne. » Elle entendit l'aveu pour ce qu'il était, non pas une excuse, mais une reconnaissance de sa propre culpabilité, et elle hocha lentement la tête, disant « Tu m'as manqué de respect, et je ne prétendrai pas le contraire, mais je t'ai manqué de respect aussi, ou du moins j'ai manqué de respect aux vœux que nous avons prononcés, même si ces vœux semblaient creux à l'époque, et peut-être que nous avons tous les deux payé le prix de décisions prises dans la peur plutôt que dans le courage. » Ils parlèrent toute la nuit tandis que la tempête faisait rage dehors, parlant de choses qu'ils n'avaient jamais partagées avec personne, la terreur d'Alexander pendant ses mois de captivité, sa conviction qu'il ne reverrait jamais l'Angleterre, ses rêves de retour qui l'avaient soutenu à travers des horreurs qu'elle pouvait à peine comprendre, et le propre parcours de Catherine, de fille dévouée à épouse abandonnée, puis à femme qui avait osé tendre la main vers le bonheur pour se le voir arracher, et en se racontant, ils commencèrent à se voir non pas comme les personnes qu'ils avaient imaginées, mais comme les âmes imparfaites, effrayées et pleines d'espoir qu'ils étaient réellement. Alors que l'aube se levait, grise et froide, révélant un monde transformé par la neige en quelque chose d'étrange et de beau, ils s'assirent dans un silence épuisé. Et Alexander dit finalement « Nous ne pouvons pas retrouver ce que nous n'avons jamais eu, Catherine, mais peut-être pourrions-nous construire quelque chose de nouveau sur ces ruines, si tu le veux bien. » Et elle le regarda avec des yeux brûlants de larmes et de fatigue, et vit non pas le duc qui l'avait abandonné, ou l'obstacle à son bonheur, mais simplement un homme demandant une chance, et elle s'entendit dire « Je suis prête à essayer, bien que je ne sache pas si mon cœur peut guérir d'Edmund. Je ne sais pas si je pourrai jamais ressentir pour toi ce que j'ai ressenti pour lui. » Et la réponse d'Alexander fut douce, presque tendre, alors qu'il disait « Je ne te demande pas de m'aimer, seulement de me permettre l'opportunité de prouver que je peux être le mari que j'aurais dû être depuis le début. » Ils partagèrent un repas ensemble ce matin-là, dans un silence qui n'était plus hostile mais complice, presque paisible. Et bien que Catherine sût qu'une nuit de franchise ne pouvait pas effacer une année de douleur, de colère et de chagrin, elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, la plus petite fissure dans la glace qui s'était formée autour de son cœur, et elle pensa que peut-être, juste peut-être, il y avait un chemin à suivre à travers cette situation impossible qu'ils habitaient ensemble. Janvier arriva avec une douceur hésitante qui semblait refléter la fragile trêve que Catherine et Alexander avaient établie, et le matin du Nouvel An, Alexander apparut au petit déjeuner avec un livre à la main, le posant à côté de son assiette, avec une maladresse qui témoignait de l'étrangeté de tels gestes pour lui. Et quand elle regarda le titre, un volume de poèmes de Wordsworth,
qu'elle avait mentionné admirer pendant leur longue nuit de conversation, elle sentit quelque chose de chaud se déployer dans sa poitrine, tout en se rappelant de se méfier d'un espoir trop facilement ravivé. Leurs journées commencèrent à prendre un nouveau rythme, presque comme la cour qu'il n'avait jamais eue, Alexander lui demandant son avis sur les affaires du domaine et écoutant réellement ses réponses, ses questions, révélant une curiosité sincère pour ses pensées sur la rotation des cultures, le bien-être des locataires et les petites améliorations qu'elle avait apportées pendant son absence, et Catherine se surprit à l'étudier en retour, posant des questions prudentes sur ses expériences en Espagne qui allaient au-delà de l'horreur de la captivité, pour découvrir l'homme qu'il avait été avant la guerre, découvrant qu'il avait autrefois aimé la musique et avait un talent pour le dessin qu'il avait abandonné quelque part dans la péninsule. Les petits gestes s'accumulèrent comme des flocons de neige, silencieux et transformateurs. Alexander lui apportant des livres de sa bibliothèque, des volumes de poésie et de philosophie qu'il pensait qu'elle pourrait apprécier, Catherine s'assurant que la cuisinière préparait les plats qu'il préférait et que le feu de son bureau était toujours allumé avant qu'il n'entre le soir, et bien qu'ils maintiennent une distance physique prudente dans leurs interactions, ne se touchant jamais au-delà de l'effleurement accidentel des doigts, il y avait entre eux une conscience qui n'existait pas auparavant. Une conscience de la présence de l'autre qui rendait les vastes pièces de Montrose Hall en quelque sorte plus petites et plus intimes. Par un après-midi gris de la mi-janvier, Alexander suggéra une promenade dans les jardins d'hiver, et bien que le froid soit mordant, ils se déplacèrent ensemble le long des sentiers couverts de givre, leur souffle formant des nuages dans l'air, et leur conversation coula plus facilement qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant, Alexander parlant de l'amour de sa mère pour ses jardins, et Catherine partageant des souvenirs de la passion de sa propre mère pour les roses. Et en partageant ces tendres souvenirs, ils découvrirent qu'ils avaient tous deux perdu leurs parents trop jeunes, qu'ils comprenaient tous deux le poids du devoir qui accompagne les titres et les attentes héritées, qu'ils abritaient tous deux des âmes plus enclines à la poésie qu'à la praticité, malgré les rôles qu'ils avaient été forcés de jouer. Les rares sourires d'Alexander commencèrent à apparaître plus fréquemment, transformant son visage balafré en quelque chose de presque beau, et Catherine sentit les murs prudents qu'elle avait construits autour de son cœur commencer à se fissurer, de petites fissures par lesquelles des sentiments dangereux pourraient s'infiltrer si elle n'était pas vigilante, mais elle découvrit qu'elle manquait de volonté pour réparer ses défenses aussi minutieusement qu'elle savait qu'elle le devrait. Le personnel de la maison, toujours à l'écoute du climat émotionnel de leurs employeurs, commença à se déplacer avec des pas plus légers et à échanger des regards pleins d'espoir. Le visage sévère de Madame Hallowell s'adoucissant en quelque chose approchant l'approbation, M. Pemberton souriant ouvertement lorsqu'il observait le duc et la duchesse partager le thé dans une conversation complice, et même les soubrettes de cuisine chuchotaient que peut-être Montrose Hall pourrait enfin devenir le foyer chaleureux qu'il avait toujours mérité d'être. Le nom d'Edmond flottait entre eux comme une brume matinale, présent mais non prononcé, reconnu dans la manière prudente dont ils évitaient certains sujets et la tendre considération qu'ils montraient pour les blessures de l'autre, et Catherine comprit qu'Alexander savait qu'elle portait encore le deuil de ce qu'elle avait perdu, même si elle commençait à découvrir ce qu'elle pourrait gagner. Tout comme elle reconnaissait qu'Alexander portait ses propres sentiments complexes sur le rôle de son frère dans sa vie, et cette compréhension mutuelle créa une fondation d'honnêteté sur laquelle ils commençaient lentement, prudemment, à construire quelque chose qui ressemblait presque à la possibilité d'une connexion authentique. Février arriva avec le genre de froid qui semblait s'infiltrer jusqu'aux os, et Catherine se tenait à la fenêtre du salon du matin, regardant les motifs de givre tracèrent de délicates fougères sur la vitre, lorsque M. Pemberton entra avec le courrier, son expression soigneusement neutre, alors qu'il lui présentait une unique lettre portant un cachet de la poste continentale,
et ses mains tremblèrent en reconnaissant l'écriture d'Edmond, élégante et familière. Sa vue provoquant une construction de son cœur avec une douleur qu'elle pensait avoir commencé à s'estomper sous la tendre attention de sa connexion grandissante avec Alexandre. Elle congédia le majordome d'un murmure de remerciement et brisa le sceau avec des doigts qui semblaient engourdis par plus que le froid. Et en lisant les mots d'Edmond, écrits de Paris, où il s'était enfui pour échapper à l'insupportable proximité de ce qu'il avait perdu, des larmes commencèrent à couler sur son visage sans y être invitées, car sa lettre était à la fois une libération et un adieu, l'absolvant de toute culpabilité, tout en confessant qu'il ne pouvait rester en Angleterre, sachant qu'elle était à Montrose Hall avec Alexander, qu'il lui souhaitait tout le bonheur possible, bien que cela lui coûte le sien. Qu'elle ne devait pas pleurer pour lui, mais plutôt embrasser l'avenir qui l'attendait avec son frère. Et la générosité de ces mots ne fit qu'aggraver la douleur, car elle l'avait sincèrement aimé, et une partie d'elle l'aimerait toujours, même si elle se sentait inexorablement attirée par Alexander, de manière qu'elle commençait seulement à comprendre. Alexander la trouva ainsi, pleurant silencieusement, avec la lettre serrée dans sa main, et sans demander la permission, il la lui prit et la lut, sa mâchoire se crispant alors qu'il absorbait les mots de son frère, et quand il la regarda à nouveau, son expression contenait une telle complexité, douleur, compréhension, et quelque chose qui aurait pu être de la jalousie luttant avec de la compassion, qu'elle se sentit exposée d'une manière qu'elle n'avait pas été, même pendant leur longue nuit de confession en décembre. La confrontation qu'elle redoutait et évitait se déroula là, dans la lumière hivernale du matin, alors qu'Alexander disait tranquillement « J'étais jaloux de mon frère, Catherine, non pas pour la trahison comme je le prétendais, mais parce qu'il t'a donné ce que j'aurais dû te donner dès le début, sa présence, son attention, son cœur offert librement, alors que j'étais trop lâche pour offrir le mien. » Et la franchise brute dans sa voix brisa quelque chose en elle, si bien qu'elle se surprit à répondre avec une égale vérité, disant « Il m'a donné ce que tu ne pouvais pas me donner alors, ce que tu n'étais pas capable de donner, après que des années de guerre t'aient endurci en quelqu'un qui ne connaissait que le devoir et la survie. Mais Alexander, je suis terrifié. Terrifié d'ouvrir à nouveau mon cœur, alors que la dernière fois que je l'ai fait, il a été si complètement brisé. » Ils se tenaient face à face dans le salon du matin, la lettre qui représentait le fantôme de leur passé commun posée entre eux sur la petite table où Alexander l'avait placée. Et il parla alors de sa propre solitude pendant les années de guerre, de sa conviction qu'il était devenu incapable de la douceur que l'amour exigeait, de sa certitude qu'il mourrait en Espagne, et donc de sa détermination à ne laisser personne derrière lui qui le pleurerait. Et Catherine entendit dans sa confession un écho de ses propres peurs concernant la vulnérabilité, la perte et le terrible risque de s'autoriser à espérer. Le moment s'étira entre eux comme un pont à moitié construit, et Catherine comprit qu'il se trouvait à un carrefour où il devait choisir soit de se retirer dans la formalité sûre qui avait caractérisé les premiers mois du retour d'Alexander, soit de risquer une vulnérabilité authentique avec tous les dangers qui l'accompagnaient, et elle vit dans les yeux d'Alexander qu'il comprenait cela aussi, qu'il s'offrait sans défense ni prétexte, lui demandant de faire de même, et bien que la terreur saisit son cœur, elle se surprit à faire un pas vers lui, au lieu de s'éloigner, choisissant le courage plutôt que la sécurité, la possibilité plutôt que la protection, et dans ce simple pas, elle sentit le premier véritable élan de quelque chose qui pourrait, avec du temps, de la patience et un choix quotidien, se transformer en l'amour qu'elle avait autrefois cru impossible entre eux. Ce fut Alexander qui bougea le premier, comblant la distance entre eux avec des pas qui semblaient lui coûter quelque chose de précieux, et quand il parla, sa voix était rauque d'émotion, alors qu'il disait « Catherine, je dois te présenter mes excuses, non pas pour Edmond ou pour ce qui s'est passé en mon absence, mais pour le tort fondamental que je t'ai fait le jour de notre mariage,
lorsque je t'ai lié à moi par des vœux, puis t'ai abandonné en quelques heures, te laissant seul dans une maison étrange avec un titre mais pas de véritable mari, et je vois maintenant que tout ce qui a suivi, ta solitude, ta connexion avec mon frère, la douleur que nous avons tous subie, a commencé avec ma lâcheté, mon incapacité à te voir comme autre chose qu'un devoir à accomplir avant de retourner à la guerre, qui me semblait plus sûr que la vulnérabilité du mariage. Catherine sentit quelque chose bouger dans sa poitrine à ces mots, car elle s'était attendue à beaucoup de choses de la part d'Alexander, mais jamais à cette reconnaissance complète de sa responsabilité, jamais à cette franchise inébranlable sur la source de leur souffrance partagée. Et elle se surprit à répondre avec une égale vulnérabilité, disant « Et je dois te présenter mes excuses, Alexander, car j'ai laissé mon cœur s'égarer vers ton frère alors que j'étais encore lié à toi par la loi et un vœu sacré. Et bien que tu m'aies abandonné encore, tu étais toujours mon mari, et j'ai trahi ce lien même si tu avais manqué de l'honorer le premier, et je suis désolé pour la douleur que cela a dû te causer lorsque tu es revenu pour trouver ta femme amoureuse de ton frère. » Ils se tenaient face à face dans la lumière hivernale qui filtrait par les fenêtres du salon du matin, et Alexander tendit lentement la main, télégraphiant son intention pour qu'elle puisse refuser si elle le souhaitait, et comme elle ne recula pas, il prit ses mains dans les siennes, ses mains de soldat calleuses enveloppant ses mains plus petites, et il dit avec une intensité tranquille « Notre mariage a commencé par devoir, Catherine, je ne le nierai pas, mais je voudrais te demander maintenant si nous pourrions choisir de le transformer en quelque chose de plus, si nous pourrions nous donner la permission de recommencer, non pas comme des étrangers liés par l'obligation, mais comme deux personnes qui ont survécu à une grande douleur et en sont sorties prêtes à risquer une connexion, malgré tout ce qui s'oppose à nous. » La question flotta dans l'air entre eux, alourdie de toute l'histoire qu'ils portaient, et Catherine sentit des larmes monter à ses yeux en hochant la tête, incapable de parler au-delà de l'émotion qui menaçait de la submerger. Et Alexander continua. « Alors, je voudrais ta permission de te courtiser comme il se doit, de courtiser ma propre femme comme j'aurais dû le faire depuis le début, de te montrer par des actions plutôt que par des mots que je suis capable d'être le mari que tu mérites, si tu veux bien me donner cette chance. » Les larmes de Catherine coulèrent alors, mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin, mais plutôt d'espoir hésitant, et elle murmura « Oui, Alexander, oui, je te donnerai cette chance, je nous donnerai cette chance. Bien que je sois encore effrayé de ce que cela pourrait me coûter si j'ouvre à nouveau mon cœur. » Et il serra doucement ses mains et dit « J'ai peur aussi, Catherine, terrifié en fait, car j'ai survécu au champ de bataille et à la captivité. Mais je n'ai jamais risqué mon cœur auparavant. Pourtant, je découvre que je veux le risquer avec toi, si tu le veux bien. » Les jours qui suivirent prirent une qualité presque onirique dans leur tendre transformation, car Alexander commença à la courtiser avec une prévenance qui révéla qu'il l'avait observée bien plus attentivement qu'elle ne l'avait réalisé pendant leurs mois de proximité prudente. Et il apparut un matin, au petit déjeuner, avec des roses de serre de la véranda, leurs pétales d'un rouge profond comme le sang du cœur, et les lui présenta avec une révérence qui aurait semblé ridicule sans la vulnérabilité sincère dans ses yeux. Ils commencèrent à prendre leur repas ensemble dans la petite salle à manger plutôt que dans la grande salle formelle, et leur conversation portait sur des sujets à la fois profonds et triviaux, alors qu'ils découvraient l'esprit et le cœur de l'autre, et Catherine se surprit à rire de l'humour pince sans rire d'Alexander, quelque chose qu'elle ne lui connaissait pas, tandis qu'Alexander semblait fasciné par ses observations sur la littérature, la nature et les petites beautés qu'elle avait appris à remarquer pendant ces mois de solitude. Le soir, il commença à lui lire de la poésie, sa voix profonde transformant Wordsworth et Coleridge en quelque chose d'intime et de précieux.
et ils s'asseyaient plus près sur le canapé chaque soir jusqu'à ce que leurs épaules se touchent, et qu'aucun ne recule. Catherine s'autorisa à le voir différemment maintenant, non pas comme le duc froid qui l'avait abandonné, ou même comme le soldat blessé qui était revenu pour briser ses espoirs, mais comme un homme qui avait été aussi perdu qu'elle, qui avait construit des murs autour de son cœur pour survivre à des horreurs qu'elle pouvait à peine imaginer, qui démantelait maintenant ces murs brique par brique dans l'espoir de construire quelque chose de mieux avec elle, et en le voyant ainsi, elle sentit ses propres murs s'effriter, sentit une chaleur dangereuse se répandre dans des endroits de son cœur qu'elle avait cru geler au-delà de toute rédemption. Et bien que la peur murmurât encore des avertissements sur les risques d'aimer à nouveau, elle se surprit à choisir l'espoir plutôt que la sécurité, à choisir la possibilité d'une connexion authentique plutôt que la protection de la distance émotionnelle, à choisir Alexander avec des yeux clairs et un cœur ouvert malgré tout ce qui s'était passé auparavant. Mars arriva avec le genre de chaleur qui ressemblait à une promesse après le long hiver, et Catherine se tenait un matin dans la véranda, entourée des premières fleurs, quand Alexander la trouva et lui demanda si elle pouvait lui accorder un moment ce soir-là, disant qu'il avait quelque chose qu'il souhaitait partager avec elle, et bien que son expression fût réservée, elle vit dans ses yeux une vulnérabilité qui la fit accepter immédiatement. Curieuse de ce qui avait motivé cette demande formelle, alors qu'ils étaient devenus tellement plus à l'aise l'un avec l'autre ces dernières semaines. Cet après-midi-là, elle le découvrit dans son bureau, penché sur des volumes reliés en cuir qu'elle reconnut comme étant des journaux, leurs pages remplies d'une écriture serrée, et quand il remarqua sa présence, il leva les yeux avec une expression qui tenait à la fois de la détermination et de l'appréhension, disant « Ce sont mes journaux de guerre, Catherine. Chaque pensée et chaque peur que j'ai confiées au papier pendant ces années où je croyais que je mourrais loin de chez moi. Et je voudrais les partager avec toi ce soir si tu le veux bien, car je pense que tu mérites de connaître l'homme que j'étais alors et comment il est devenu l'homme qui se tient devant toi maintenant. » Elle sentit quelque chose se nouer dans sa gorge à cette offrande, comprenant instinctivement que ces journaux représentaient les parties les plus intimes de lui-même, le jeune officier effrayé sous l'extérieur du duc sévère, et elle lui dit doucement qu'elle aussi avait tenu des écrits pendant ces mois de solitude à Montrose Hall, des poèmes et des observations qu'elle n'avait jamais montrés à personne, et que peut-être ils pourraient partager ces morceaux d'eux-mêmes ensemble. Le soir les trouva dans le petit salon qui était devenu leur sanctuaire privé, un feu crépitant dans l'âtre contre le froid persistant de mars, et Alexander commença à lire ses premières entrées. Sa voix stable, mais ses mains tremblant légèrement, alors qu'il révélait le jeune homme terrifié de 23 ans qui avait acheté sa commission en croyant comprendre ce que signifiait la guerre, pour ne découvrir que des horreurs qui dépouillèrent chaque illusion confortable qu'il avait emportée au combat. Et Catherine écouta avec des larmes qui montaient à ses yeux, en l'entendant décrire non pas la gloire, mais la boue, le sang et les visages des hommes mourants, la façon dont chaque mort l'avait endurci un peu plus jusqu'à ce qu'il se reconnaisse à peine dans le miroir de rasage. Quand il s'arrêta, elle alla chercher son propre journal là où elle l'avait caché dans son secrétaire, et elle lui lut ses poèmes sur la solitude et l'abandon, ses observations sur les couloirs vides et le fantôme d'un mari qu'elle n'avait jamais connu. Et pendant qu'elle lisait, elle vit son visage se crisper de douleur en comprenant ce que son abandon lui avait vraiment coûté, non seulement une solitude pratique, mais une douleur d'âme plus profonde qui l'avait presque brisée avant l'arrivée d'Edmund. Et quand elle eut fini de lire, Alexander prit sa main et dit d'une voix rauque « Nous sommes plus semblables que je ne l'aurais jamais imaginé, Catherine, tous deux cachant des cœurs tendres derrière des murs que nous avons construits pour survivre à nos douleurs distinctes, tous deux convaincus que nous étions incapables de la vulnérabilité que l'amour exige. » Ils restèrent assis en silence un long moment, les mains jointes,
Puis Alexander lui dit qu'il avait organisé quelque chose de spécial pour le lendemain soir, demandant seulement qu'elle lui fasse confiance. Et quand elle accepta, il déposa un baiser sur ses jointures avec une tendresse qui fit battre son cœur. Le lendemain soir, il la conduisit à la véranda après le dîner, et elle eut le souffle coupé en y entrant pour la trouver transformée en quelque chose de magique. Des centaines de bougies projetant une lumière vacillante sur les fleurs printanières qu'il avait arrangées lui-même avec l'aide du jardinier, des roses de serre, des tulipes précoces et de délicats narcisses, créant une explosion de couleurs et de parfums. Et au centre de tout cela, il avait dressé une petite table pour deux, avec de la porcelaine fine et du cristal, et alors qu'elle se tournait vers lui, avec émerveillement dans les yeux, il prit ses deux mains et dit avec une intensité tranquille : « Je ne peux pas effacer le passé, Catherine. Je ne peux pas récupérer l'année et plus que j'ai gaspillé par ma propre lâcheté et mon aveuglement, mais je voudrais construire un avenir avec toi, si tu veux bien de moi, non pas comme un devoir ou une obligation, mais comme un choix que nous faisons librement, comme deux personnes qui ont survécu à une grande douleur et en sont sorties prêtes à tout risquer pour la possibilité d'un amour authentique. » Catherine sentit des larmes couler sur son visage en regardant cet homme qui avait été un étranger, puis un abandonneur, puis un fantôme revenu, et qui s'était en quelque sorte transformé en quelqu'un qu'elle commençait à aimer avec une profondeur qui la terrifiait et l'exaltait à la fois. Et elle murmura : « Nous avons déjà des vœux qui nous lient, Alexander, des vœux prononcés dans une église froide il y a près de 2 ans. Alors qu'aucun de nous ne comprenait ce que nous promettions, mais je voudrais honorer ces vœux maintenant avec un sentiment authentique, te choisir, nous choisir, et choisir la possibilité de construire quelque chose de réel sur les ruines de ce qui aurait pu être. » Il l'attira alors près de lui, une main berçant son visage avec une infinie douceur, et demanda : « Puis-je t'embrasser, Catherine, non pas comme un mari réclamant ses droits, mais comme un homme qui est tombé amoureux de sa femme et souhaite lui montrer la profondeur de ses sentiments. » Et elle hocha la tête, incapable de parler au-delà de l'émotion qui menaçait de la submerger, et quand ses lèvres rencontrèrent les siennes, ce ne fut rien de tel que l'effleurement superficiel de leur bouche lors de leur cérémonie de mariage, mais plutôt une exploration tendre et hésitante qui parlait de nouveaux départs et de promesses choisies plutôt qu'imposées, et elle se sentit s'ouvrir à lui comme les fleurs printanières qui les entouraient, sentit l'espoir fleurir dans des endroits qu'elle avait cru gelés au-delà de toute rédemption, sentit l'avenir s'étendre devant eux, non pas comme un fardeau à endurer, mais comme un cadeau à chérir. Et quand ils se séparèrent enfin, il posa son front contre le sien et murmura : « Merci de m'avoir donné une seconde chance, Catherine, d'avoir vu au-delà de ce que j'étais pour voir ce que je pourrais devenir. » Et elle répondit : « Merci d'avoir eu le courage d'essayer, d'avoir été prête à démanteler tes murs brique par brique, d'avoir choisi la vulnérabilité plutôt que la sécurité. » Et à cet instant, entouré de la lumière des bougies, des fleurs et de la promesse du printemps, ils comprirent tous deux qu'ils avaient franchi un seuil invisible d'où il n'y aurait pas de retour, qu'ils s'étaient choisis l'un l'autre avec des yeux clairs et des cœurs ouverts, et que quoi que l'avenir leur réserve, ils y feraient face ensemble en tant que véritables partenaires dans un mariage qui était rené de ses cendres pour devenir quelque chose d'infiniment précieux. Avril arriva avec le genre de douce chaleur qui faisait des rigueurs de l'hiver précédent des souvenirs lointains, et Catherine se réveillait chaque matin pour trouver Alexander déjà éveillé à ses côtés, la regardant avec une expression d'émerveillement qui ne manquait jamais de faire battre son cœur, car ils avaient commencé à vivre véritablement comme mari et femme dans tous les sens du terme, leur journée prenant un rythme qui semblait à la fois naturel et miraculeux, après tant de mois de distance douloureuse et de proximité prudente. Ils passaient leurs matinées ensemble
au bureau du domaine, planifiant des améliorations pour les cottages des locataires et discutant des champs à faire tourner pour les plantations d'été, et Catherine découvrit qu'Alexander appréciait ses opinions non seulement par courtoisie, mais par un respect sincère pour sa gestion compétente pendant son absence, et elle se surprit à s'appuyer contre son épaule pendant qu'ils examinaient les registres, son bras venant se poser autour de sa taille, comme si une telle intimité décontractée était la chose la plus naturelle du monde. Les après-midi les trouvaient à cheval ensemble sur les terres de Montrose. Alexander sur son grand étalon noir et Catherine sur la douce jument qu'il avait choisie spécifiquement pour son confort, et ils exploraient chaque recoin du domaine comme s'ils le voyaient d'un œil nouveau à travers le regard de l'autre, s'arrêtant au vieux pont de pierre où Alexander lui raconta avoir escaladé ces mêmes pierres dans son enfance, ou s'arrêtant aux fermes des locataires où Catherine le présentait correctement à des familles qu'elle avait appris à connaître pendant son absence, et les locataires remarquaient avec un plaisir mal dissimulé comment le duc sévère s'adoucissait lorsqu'il regardait sa duchesse. Le soir, ils établirent leur propre rituel privé, lisant parfois dans la bibliothèque avec Catherine blottie contre Alexander, tandis que sa voix profonde donnait vie à la poésie et au roman. D'autres fois jouant aux échecs devant le feu avec des plaisanteries légères et des taquineries douces qui auraient été inimaginables quelques mois auparavant, et le rire rare d'Alexander devint moins rare de jour en jour, ses sourires venant plus facilement à mesure que le regard hanté s'estompait progressivement de ses yeux. Catherine s'épanouit sous cette affection sincère, comme une fleur qui attendait la bonne lumière du soleil, sa chaleur et sa joie naturelle émergeant de sous la carapace protectrice qu'elle avait construite pendant ces mois de solitude. Et le personnel de la maison se disait que son rire résonnait désormais dans les couloirs et qu'elle se déplaçait dans Montrose Hall avec l'assurance d'une femme qui se savait enfin aimée. L'intimité physique se développa progressivement entre eux, chaque contact étant choisi et chéri plutôt que réclamé ou obligé, et quand Alexander la porta enfin dans ses appartements une nuit de fin avril, tous deux tremblants d'anticipation et de tendresse, leur union fut tout ce que leur cérémonie de mariage superficielle n'avait pas été, tendre, émotionnelle et transformatrice d'une manière qui les laissa tous deux pleurant et riant dans les bras l'un de l'autre par la suite. Le lendemain matin, Catherine se réveilla pour se retrouver enveloppée dans l'étreinte d'Alexander, son visage paisible dans le sommeil d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant, et quand ses yeux s'ouvrirent et trouvèrent les siens, il murmura avec une émotion brute. « J'ai l'impression d'être rentré à la maison après une très longue guerre, Catherine. Comme si chaque bataille et chaque souffrance n'étaient que le voyage qui m'a mené à ce moment avec toi. » Et elle sentit des larmes monter à ses yeux en répondant « Peut-être que nous le sommes tous les deux, Alexander. Peut-être que nous avons tous les deux mené nos propres guerres et avons enfin trouvé le chemin de la paix. » Et il l'embrassa alors avec une révérence qui parlait de promesses renouvelées et librement choisies. La maisonnée ne put s'empêcher de remarquer la transformation, car le duc et la duchesse se déplaçaient au fil de leur journée avec une affection évidente qui se manifestait par 1000 petits gestes, la façon dont la main d'Alexander cherchait celle de Catherine pendant les repas, la façon dont le visage de Catherine s'illuminait lorsqu'il entrait dans une pièce, les regards tendres qu'ils échangeaient quand ils pensaient que personne ne regardait, et même la sévère Madame Hallowell fut vue souriant en les observant ensemble dans le jardin, et M. Pemberton fit remarquer aux autres domestiques que Montrose Hall était enfin devenu le foyer qu'il était toujours censé être, rempli non seulement de devoirs et d'obligations, mais d'amour et de joie sincère. Mai arriva avec le genre de doux soleil qui faisait paraître tout possible, et Catherine arrangeait des roses dans le salon du matin lorsque M. Pemberton apparut avec un plateau d'argent portant une lettre, son expression soigneusement neutre alors qu'il l'informait que Lord Edmund Montrose était retourné en Angleterre
et avait écrit pour demander la permission de leur rendre visite à leur convenance. Et elle sentit ses mains s'immobiliser sur les fleurs, alors que son cœur se mit à battre, avec un mélange compliqué d'émotions qu'elle pensait depuis longtemps apaiser. Elle trouva Alexander dans la bibliothèque, en train d'examiner la correspondance du domaine, et quand elle lui tendit la lettre sans parler, il la lut attentivement, avant de lever les yeux vers elle, avec une expression de détermination tranquille, disant « Nous affronterons cela ensemble, Catherine, comme nous affrontons tout maintenant. » Et elle ressentit une telle gratitude pour sa constance qu'elle dut cligner des yeux pour retenir ses larmes, en hochant la tête, en signe d'accord, sachant que cette rencontre était nécessaire s'ils voulaient vraiment laisser le passé derrière eux. Ils firent savoir qu'Edmund était le bienvenu pour passer l'après-midi suivant. Et Catherine se trouva incapable de se concentrer sur une quelconque tâche à l'approche de l'heure convenue, son esprit revenant sans cesse à l'homme qui avait rempli ses mois les plus solitaires de chaleur et de compagnie, l'homme qu'elle avait aimé, perdu et pleuré, l'homme dont le souvenir était devenu un fantôme hantant les bords de son mariage transformé. Alexander sembla sentir son agitation et resta près d'elle tout au long de la journée, sa présence un point d'ancrage silencieux, et lorsque la voiture d'Edmund apparut enfin dans l'allée, Catherine prit la main de son mari sans réfléchir, puisant de la force dans la chaleur solide de sa prise. Edmund entra dans le salon, paraissant plus âgé que dans le souvenir de Catherine, son charme juvénile tempéré par quelque chose qui ressemblait à une maturité durement acquise. Et pendant un long moment, ils restèrent tous les trois dans un terrible silence, le poids de tout ce qui s'était passé entre eux pesant dans l'air, jusqu'à ce qu'Edmund rompe l'immobilité en s'inclinant formellement devant Catherine et en tendant la main à Alexander avec une émotion visible. Les frères se serrèrent la main puis, comme si un barrage s'était rompu, s'attirèrent dans une étreinte qui parlait d'années de séparation, de douleur et du lien profond qui avait survécu même à la trahison. Et Catherine regarda à travers ses larmes Alexander dire d'une voix rauque « Je suis désolé, mon frère, pour la situation impossible que mon abandon a créée. » Et Edmund répondit avec une émotion égale « Et je suis désolé d'avoir laissé mes sentiments l'emporter sur mon devoir envers toi et l'honneur. » Et à cet instant, Catherine comprit que quoi que cette rencontre apporte d'autre, elle ne détruirait pas le fragile bonheur qu'elle et Alexander avaient construit. Ils s'assirent ensemble pour le thé, la conversation d'abord guindée, mais s'adoucissant progressivement pour devenir presque naturelle, et Edmund parla de son temps sur le continent avec une mélancolie qui suggérait qu'il avait fui la douleur plutôt que cherché l'aventure, et quand Catherine lui demanda doucement s'il avait trouvé ce qu'il cherchait à l'étranger, il sourit tristement et admit qu'il avait surtout trouvé la distance et la lente guérison qui vient de l'acceptation de ce qui ne peut être changé. Alexander les surprit tous les deux en tendant la main pour saisir l'épaule de son frère et en disant, avec une sincérité totale, « Je te dois une dette, Edmund, pour avoir pris soin de Catherine quand je l'avais abandonnée à la solitude, pour lui avoir montré la gentillesse et l'attention que j'aurais dû lui fournir, pour avoir été l'homme que j'étais trop brisé pour être. » Et les yeux d'Edmund se remplirent de larmes alors qu'il répondait « Tu ne me dois rien, Alexander, car ce que j'ai ressenti était réel et égoïste à parts égales, et je vois maintenant que ce que toi et Catherine avez trouvé ensemble est quelque chose que je n'aurais jamais pu lui donner, un amour construit sur la souffrance partagée et la compréhension durement acquise, plutôt que sur le confort facile d'éviter la douleur. » Catherine se surprit à parler alors, sa voix stable malgré les émotions qui l'agitaient, disant à Edmund avec une honnêteté totale qu'elle lui serait toujours reconnaissante pour la chaleur qu'il avait apportée à ses mois les plus sombres, que sa gentillesse l'avait empêché de se noyer dans la solitude, qu'elle l'avait aimé vraiment, bien que brièvement, mais qu'elle comprenait maintenant que ce qu'elle partageait avec Alexander était construit sur des fondations qui pouvaient résister à n'importe quelle tempête,
car ils avaient déjà survécu au pire que la vie pouvait offrir. Edmond écouta avec une émotion visible, puis dit quelque chose qui les libéra tous du fantôme persistant de ce qui aurait pu être, admettant qu'ils pouvaient voir l'amour entre Catherine et Alexander dans chaque regard qu'ils échangeaient, chaque contact inconscient, chaque moment d'intimité naturelle, et que bien que ce qu'il avait ressenti pour Catherine fût réel, il reconnaissait maintenant qu'ils étaient faits l'un pour l'autre d'une manière qui transcendait ses propres sentiments, que certains amours sont destinés à nous guérir et à nous faire avancer, plutôt qu'à durer éternellement. Ils se séparèrent ce soir-là avec des étreintes, des larmes et le sentiment d'un chapitre enfin, véritablement clos, Edmund promettant de revenir lors de ses prochains voyages en Angleterre. Et tandis que Catherine et Alexander se tenaient sur le seuil, regardant sa voiture disparaître dans le crépuscule printanier, elle sentit le bras d'Alexander se poser autour de sa taille et l'entendit murmurer « Merci de m'aimer assez pour affronter cela, d'être assez courageuse pour laisser le passé reposer en paix. » Et elle se tourna dans son étreinte. Sachant qu'ils avaient passé l'épreuve finale de leur mariage transformé et en étaient sortis plus forts, le fantôme de l'amour d'Edmond enfin apaisé, avec grâce et respect mutuel, les laissant libres d'avancer vers leur avenir, débarrassés des ombres de ce qui avait été. L'été arriva en 1815, avec le genre de chaleur dorée qui semblait bénir tout ce qu'il touchait, et à l'approche de juin, Catherine et Alexander se retrouvèrent à planifier leur première grande réception à Montrose Hall, une célébration qui servirait à la fois de réception de mariage tardive et d'annonce à la société que le duc et la duchesse de Montrose avaient vraiment trouvé leur chemin l'un vers l'autre après un parcours si tortueux. Et le contraste entre cette joyeuse préparation et la cérémonie froide et hâtive de 2 ans auparavant était si frappant que Catherine devait parfois s'arrêter dans ses arrangements simplement pour s'émerveiller de la transformation complète de sa vie. Le domaine s'épanouit sous leur attention combinée, les roses grimpant en profusion sur les murs de pierre et la grande salle décorée de guirlandes de fleurs d'été. Et Catherine se déplaçait à travers les préparatifs avec une confiance radieuse qui venait de se savoir sincèrement aimée, sa grâce et sa chaleur naturelle n'étant plus cachées derrière des murs protecteurs, mais brillant pour tous, alors qu'elle consultait Madame Hallowell sur le menu et dirigeait les valets de pied pour arranger la salle de bal avec une autorité douce mais indiscutable. Alexander observait ces préparatifs avec une admiration non dissimulée. Cet homme qui avait été autrefois si sévère et distant, maintenant détendu et souriant, en voyant sa femme transformer Montrose Hall en un lieu de célébration, et le personnel de la maison se disait qu'il n'avait jamais vu le duc si en paix. Ses yeux de soldat hantés maintenant brillants de contentement chaque fois que Catherine entrait dans une pièce, sa main cherchant la sienne avec une tendresse inconsciente à chaque occasion. Le soir de la célébration arriva avec un temps parfait, le soleil d'été projetant de longs rayons dorés sur les pelouses manucurées, alors que les voitures commençaient à arriver des domaines voisins et de Londres, la société venant assister à ce qu'elle avait entendu chuchoter dans les salons de toute l'Angleterre, que le froid duc de Montrose s'était en quelque sorte transformé en un mari dévoué, et que sa mariée abandonnée était devenue une duchesse confiante et bien-aimée. Catherine accueillit leurs invités dans une robe de soie bleu pâle qui rendait ses yeux lumineux. Alexander à ses côtés en tenue de soirée formelle, et chaque personne qui passa par la ligne de réception ne put s'empêcher de remarquer la façon dont le regard du duc suivait sa femme avec une dévotion protectrice, la façon dont le visage de Catherine s'illuminait chaque fois qu'elle regardait son mari, les touches subtiles et les regards partagés, qui parlaient d'une intimité acquise par la souffrance et construite sur des fondations de compréhension sincère. La danse commença alors que le crépuscule peignait le ciel de teintes de rose et d'or, et quand Alexander mena Catherine sur la piste pour la première valse,
La salle se tut pour les regarder se mouvoir ensemble avec une grâce si naturelle et une affection si évidente que plus d'une matrone tamponna ses yeux, se souvenant des ragots qui avaient tourbillonné 2 ans auparavant sur le mariage hâtif et l'abandon immédiat, et s'émerveillant de la façon dont l'amour avait en quelque sorte fleuri sur un sol si improbable. Alors que minuit approchait et que les célébrations battaient leur plein, Alexander éloigna Catherine de la foule pour l'emmener dans le jardin où des lanternes pendaient comme des étoiles parmi les roses, et là, dans la douce obscurité, il l'attira près de lui et murmura qu'il avait une annonce qu'il souhaitait faire à leurs invités. Et le cœur de Catherine se mit à battre la chamade en réalisant ce qu'il avait l'intention de faire, car ils n'avaient partagé leur joyeux secret qu'entre eux jusqu'à ce moment, savourant la nouvelle en privé avant de la déclarer au monde. Ils retournèrent dans la salle de bal main dans la main, et quand Alexander demanda le silence et leva son verre pour porter un toast à sa duchesse, sa voix était épaisse d'émotion, alors qu'il déclarait devant toute l'assemblée que Catherine lui avait fait le plus grand cadeau imaginable, qu'elle avait transformé sa maison en un foyer et son devoir en dévotion, et que l'hiver venu, elle ferait de lui le plus heureux des hommes en lui présentant un héritier. Et la salle éclata en félicitations et en joie, tandis que Catherine rougissait et acceptait les étreintes de dame qu'il avait autrefois plaintes en tant que mariée abandonnée. Plus tard, alors que les invités partaient et que les domestiques commençaient à débarrasser les restes de la célébration, Alexander et Catherine marchèrent ensemble dans les jardins tranquilles, son bras autour de sa taille et sa tête reposant contre son épaule, et dans la douce obscurité, il dit avec émerveillement dans sa voix : « Si je pouvais revivre ce jour de 1813, Catherine, je ne t'aurais jamais quittée, je n'aurais jamais été assez stupide pour abandonner ce qui m'avait été donné. » Et elle se tourna pour lui faire face, des larmes brillant dans ses yeux, en répondant : « Si tu n'étais pas parti, mon amour, si nous n'avions pas traversé l'obscurité, la douleur et le terrible désert de l'incompréhension, nous n'aurions peut-être jamais trouvé notre chemin jusqu'à cet endroit, jusqu'à cet amour que nous choisissons quotidiennement plutôt que d'accepter comme une obligation, et peut-être que cela le rend plus précieux que s'il était venu facilement. » Et il l'embrassa alors, avec une telle tendresse qu'elle sentit la vérité de leur parcours s'installer dans ses os, la sagesse que certains amours doivent être forgés dans le feu pour devenir indestructibles, que la patience, le choix et le courage de recommencer peuvent créer quelque chose de plus beau que n'importe quelle romance de conte de fées. Et alors qu'ils se tenaient ensemble dans le jardin de Montrose Hall, l'avenir s'étendant lumineux devant eux, ils comprirent tous deux qu'ils étaient enfin véritablement rentrés chez eux. 5 ans s'étaient écoulés depuis cette célébration estivale dorée de 1815, et par un matin d'automne vif de 1820, Montrose Hall résonnait de rires qui auraient été inimaginables dans les jours froids et silencieux, où Catherine arriva pour la première fois en tant que mariée abandonnée, car maintenant 3 enfants remplissaient les anciens couloirs de leur chaos joyeux, le jeune James, âgé de 5 ans, montrant déjà la nature sérieuse de son père tempérée par la chaleur de sa mère, la petite Charlotte, à 3 ans, possédant la grâce de sa mère et l'esprit déterminé de son père, et le bébé William commençant tout juste à trottiner après ses frères et sœurs avec des cris de joie qui faisaient même sourire la sévère Madame Hallowell avec indulgence. Catherine se tenait à la fenêtre de la nurserie, regardant Alexander dans les jardins en contrebas, ses cheveux sombres maintenant touchés d'argent distingués aux tempes, sa posture détendue alors qu'il s'agenouillait dans l'herbe pour examiner quelque chose que James avait découvert parmi les roses, et elle sentit un contentement si profond l'envahir qu'elle dut s'arrêter simplement pour le respirer, ce bonheur si complet et mérité qu'il lui coupait parfois encore le souffle par sa douceur inattendue. Les années avaient été généreuses pour eux deux, assaisonnant leur amour durement gagné avec le genre de profondeur qui ne vient qu'en se choisissant quotidiennement.
en surmontant ensemble les petites tempêtes et en célébrant les victoires tranquilles, en construisant une vie brique par brique sur des fondations de compréhension sincère et de dévotion mutuelle plutôt que d'obligation et de devoir. Alexander s'était transformé du soldat hanté, revenu de la guerre, en un mari et père dévoué, qui lisait des histoires avant de dormir avec des voix pour tous les personnages, qui portait des enfants fatigués sur ses épaules à travers le domaine, qui cherchait encore la main de Catherine à travers la table du dîner après toutes ces années, et qui murmurait sa gratitude pour sa patience chaque nuit avant de s'endormir, comme si l'émerveillement de leur amour n'était jamais devenu banal pour lui. Catherine elle-même s'était épanouie dans le rôle qu'elle était toujours destinée à occuper. N'étant plus la jeune fille incertaine abandonnée le jour de son mariage, mais une duchesse confiante, aimée de sa maisonnée et de ses locataires, une mère vers qui ses enfants couraient pour trouver réconfort et sagesse, une épouse qui avait appris que la plus grande force résidait parfois dans le choix de la vulnérabilité plutôt que de la protection, dans le risque de son cœur même après qu'il ait été brisé, dans la conviction que la transformation était toujours possible si les deux parties étaient prêtes à faire le difficile travail de devenir. Ce soir-là, après que les enfants eurent été couchés avec des baisers et des promesses d'histoire pour le lendemain, Catherine et Alexander s'assirent ensemble dans leur petit salon privé, elle avec sa broderie et lui avec son livre, à l'aise dans le silence complice qui était devenu leur forme d'intimité préférée, et quand il leva les yeux pour la trouver en train de le regarder avec des yeux doux, il mit de côté sa lecture pour prendre sa main, la portant à ses lèvres avec la tendresse qui n'avait jamais diminué malgré leurs années ensemble, murmurant comme il le faisait chaque soir. « Merci, mon amour, pour ta patience avec un imbécile qui a failli perdre le plus grand cadeau qu'on lui ait jamais fait. » Et elle répondit comme elle le faisait toujours, des larmes brillant dans ses yeux. « Tu valais la peine d'attendre, Alexander, chaque moment d'obscurité, car ce que nous avons construit ensemble ne pouvait être forgé que dans le feu que nous avons enduré. » Et ils s'assirent ensemble, à la lueur du feu de Montrose Hall, leurs enfants dormant paisiblement au-dessus d'eux, leur amour un témoignage du pouvoir des secondes chances et de la grâce de recommencer. Cher auditeur, peut-être avez-vous connu votre propre version de ce voyage, le faux départ qui a semblé être un échec, le mauvais chemin qui semblait ne mener qu'à la douleur, l'amour qui paraissait impossible jusqu'à ce que la patience, le choix et le courage d'être vulnérable le transforment en quelque chose de plus beau que vous ne l'aviez imaginé. L'histoire de Catherine et d'Alexander nous enseigne que les plus grandes histoires d'amour sont rarement celles qui commencent parfaitement dans un éclat de passion et de certitude, mais plutôt celles qui endurent imparfaitement à travers les saisons de doute et d'obscurité, émergeant plus fortes pour avoir survécu aux épreuves qui auraient détruit des liens moindres. Souvenez-vous que la transformation est toujours possible si les deux cœurs sont prêts à faire le difficile travail de changer, que la patience peut guérir même les blessures les plus profondes si on lui donne du temps et de la tendresse, que choisir l'amour quotidiennement avec intention et grâce est infiniment plus puissant que de tomber amoureux une seule fois dans un moment d'émotion enivrante. Dans votre propre vie, face à des débuts brisés et à des attentes déçues, lorsque vous vous tenez dans les ruines de ce que vous pensiez que votre histoire serait, souvenez-vous qu'il est toujours temps de recommencer, qu'il y a toujours une possibilité de rédemption et de renouveau, si vous avez le courage de rester ouvert à cela. Puissiez-vous trouver la force d'être vulnérable, même lorsque votre cœur a été blessé, la patience de permettre à la transformation de se dérouler en son temps, plutôt que de forcer une croissance qui ne peut être précipitée, et la paix profonde qui vient d'un amour véritablement choisi, plutôt que simplement accepté comme une obligation. Reposez-vous bien ce soir en sachant que même l'hiver le plus froid cède finalement au printemps, que même le cœur le plus abandonné peut retrouver son chemin,
que la rédemption est toujours à portée de main pour ceux qui sont assez courageux pour tendre la main vers elle. Cette histoire vous est présentée par Conte du cœur et de la guérison, et puisse-t-elle servir de doux rappel que votre propre voyage, aussi difficile soit-il, aussi marqué par de faux départs et des détours douloureux, peut encore vous mener à l'amour et à l'appartenance que vous cherchez si vous refusez de vous abandonner au désespoir et choisissez plutôt l'espoir, encore et encore, jusqu'à ce que l'espoir devienne réalité et que la vie que vous étiez destiné à vivre se déploie enfin devant vous dans toute sa gloire durement gagnée.